Et bonjour à tous, je m'appelle Benoît Degrave, je travaille pour la société SDT Ultrasound Solutions, société belge spécialisée dans la fabrication et le développement d'appareils de mesure à ultrasons dédiés aux économies d'énergie et à la maintenance prévisionnelle. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour débattre d'un sujet qui est la lubrification intelligente, ou plutôt pour vous présenter un sujet. Pilier fondamental de toute stratégie de maintenance. Alors, avant de commencer, je vais essayer de replacer un petit peu la technologie ultrasonore dans un contexte. Et le premier contexte dans lequel je vais la replacer, c'est dans un contexte fréquentiel. Donc nous avons dans le son, dans les gammes sonores, nous avons trois gammes sonores. Nous avons tout d'abord tous des phénomènes qui interviennent en dessous de 20 Hz. Ce sont des phénomènes que l'on ne peut ni entendre ni percevoir, peut-être sous forme de légères vibrations, mais ça c'est ce qu'on appelle l'infrason. Nous avons ensuite de 20 Hz à 20 kHz le son audible, donc là c'est l'ensemble des bruits que l'on peut entendre avec les capteurs que nous a donné Dame Nature qui sont les oreilles. Au-dessus de 20 kHz, nous retrouvons la gamme ultrasonore, et chez SDT nous avons des capteurs de technologie piézoélectrique qui sont sensibles à une fréquence, à une bande de fréquence de 38,8 kHz. C'est un fait très intéressant parce que ça nous permet, lorsqu'on a une machine tournante qui génère plusieurs gammes de fréquences, de pouvoir vraiment ici s'affranchir de tous ces phénomènes qui pourraient venir en fait un petit peu polluer la mesure. Alors pourquoi je dis polluer la mesure? Simplement parce que les ultrasons sont sensibles au phénomène de friction, comme ceci, au phénomène d'impact, de turbulence et de décharge partielle. Alors aujourd'hui, pour traiter le sujet de la lubrification intelligente, on va bien sûr s'attarder à deux phénomènes très importants qui génèrent des ultrasons, qui sont la friction et les impacts. Je vais changer les niveaux de friction lorsque je vais venir lubrifier mon roulement, et je vais à terme avoir des impacts dans mon roulement lorsque mon roulement sera défectueux ou présentera une défaillance précoce. Alors, une des particularités des appareils SDT, c'est de travailler sur le principe que l'on appelle l'hétérodinage, qui consiste à ramener un signal ultrasonore inaudible à l'oreille en fréquence audible dans le casque d'écoute. Donc pour cette raison, vous voyez toujours un opérateur avec un casque d'écoute. C'est l'approche numéro 1, c'est la plus simple et la plus intuitive, mais c'est aussi celle qui fonctionne le mieux. On a tous déjà eu une approche un petit peu sensitive sur nos machines. Quand on veut implémenter de la maintenance prévisionnelle, la première chose qu'on va faire avec notre machine, c'est la toucher ou l'écouter, soit avec un stéthoscope, soit avec un tournevis, ou encore la toucher à la recherche de vibrations ou de température anormale. Alors, je vous disais que la friction générait des ultrasons. Alors, pour vous donner ici une petite idée de la sensibilité des capteurs SDT et de la technologie ultrasonore, j'ai ici une toute petite démo d'ordre scientifique pour vous montrer le niveau de sensibilité à la friction. J'ai mon capteur qui est posé sur un radiateur, par exemple. Voilà, et vous voyez ici le niveau de sensibilité de ce type de capteur, ce qui va nous être très utile sur l'application de la lubrification intelligente, où finalement on va venir lubrifier un roulement de manière conditionnelle en fonction de ses conditions de fonctionnement, et ça va nous permettre de savoir si le roulement a besoin, oui ou non, de lubrifiant et en quelle quantité. Alors quand on est un petit peu plus loin dans le stade de la défaillance, on va avoir l'apparition de micro-impacts qui seront à terme des impacts plus gros et qui vont eux-mêmes générer de l'ultrason dans un premier temps et ensuite de la vibration. Alors pour vous donner à nouveau une idée du niveau de sensibilité des ultrasons aux impacts, j'ai ici enregistré une petite vidéo de démo avec une montre.
Et voilà, donc vous l'aurez bien compris, nous travaillons ici dans de l'acoustique. La raison pour laquelle j'ai fait ces petites vidéos, c'est aussi pour bien marquer la différence entre ultrason et vibration. Ultrason, on est dans de l'acoustique haute fréquence, de la vibration, généralement ce qu'on enseigne à l'école, on cherche la vibration physique d'une machine. Donc dans cet exemple-ci, si j'avais posé un accéléromètre à la place d'un capteur ultrasonore et puis déposé ma montre sur le côté, il y a très peu de chances que mon accéléromètre ait été excité, tant lui il recherche vraiment une vibration physique. Alors je vais maintenant, après avoir placé ici l'ultrason dans un domaine fréquentiel, je vais maintenant le placer dans un contexte de maintenance prédictive, comme Karim aime l'entendre. Alors, l'enjeu de la maintenance prévisionnelle, bien évidemment, c'est de pouvoir détecter des défaillances de manière très précoce. Et ici, je vais un petit peu placer l'ultrason au sein de toutes les technologies qu'on a à disposition pour implémenter de la maintenance prévisionnelle et sur un cycle complet d'une machine. Donc, on a cette courbe qui s'appelle la DIPF courbe, qui reprend le cycle de vie complet de ma machine. Entre D et I, on va avoir un ingénieur qui va dessiner la machine. Donc on va s'assurer que la machine soit la plus rationnelle possible avec des bonnes cotes. Entre I et P, on va d'abord installer la machine. Donc la machine a été fabriquée et on la met en fonctionnement sur un site. Ce qui va se passer dans cette zone, c'est ce qu'on va appeler la maintenance proactive. On va mettre en place un tas de choses pour éviter de tomber sur P, qui est la défaillance précoce. Et ces maintenances proactives vont être de l'ordre, par exemple, de l'alignement laser, retirer les balourds, mais également l'ultrason, parce que pour nous, la défaillance précoce d'une machine, c'est le moment où on a une réduction du film de graisse et donc une élévation de la friction. Une fois qu'on va passer de l'autre côté de P, ça veut dire qu'on aura un marquage sur l'élément roulant, donc on ne pourra plus corriger le tir. On aura bien sûr des impacts ultrasonores, on aura également à terme de la vibration, du son audible qu'on peut détecter avec un stéthoscope ou un tournevis, de la chaleur que l'on peut suivre avec un capteur de température, et puis finalement la défaillance complète qui va arrêter la machine. Donc ici, l'intérêt de travailler en amont, c'est bien sûr de se dégager un maximum de temps après, ici, dans cette zone-là, pour pouvoir opérer une maintenance efficace. Alors, le contexte de la lubrification, quel est-il? Selon les fabricants de roulements, on en apprend que seulement 10% des roulements atteignent leur durée de vie initiale et donc que 90% des roulements tombent en défaillance précoce. Alors, ils attribuent généralement cela à des problèmes de pratique de graissage, à savoir mauvaise graisse employée, surgraissage ou sous-graissage. Ces informations, on les retrouve en faisant une AMDEC ou un RCA, Root Cause Analysis, en identifiant la cause racine de ces défaillances. Donc on peut en même temps se dire, en reprenant cette même statistique, que 90% du temps, quand on fait du condition monitoring, donc du suivi vibratoire ou température ou ultrason, mais bien souvent c'est simplement pour observer les dégâts que font la lubrification. Alors on peut s'amener à se demander, tiens, comment se fait-il que ces chiffres soient si mauvais? Et pour expliquer cela, il y a bien sûr les mythes et les mauvaises pratiques liées au graissage. Alors j'en ai compilé quelques-uns, c'est un peu plus court que d'habitude, mais ça nous permettra de bien poser le contexte. Alors voici des petites compilations d'exemples que j'ai pu prendre à travers le temps, chez des clients et des prospects. Ici c'est un exemple que je rencontre de temps à autre, du style, nous n'avons pas de plan de graissage, c'est bien trop compliqué à organiser, nous préférons refroidir nos roulements et machines stratégiques avec de l'air comprimé. Petite parenthèse au passage, on a fait un exercice de quantification sur le coût de cette fuite d'air comprimé qui coûtait grosso modo à l'année à peu près 4 000 €. Donc dans ce cas-ci, on a décidé de ne plus du tout graisser, mais de refroidir un roulement. Rappelez-vous la courbe qu'on a vue avant sur la durée de vie d'une machine. Quand une machine chauffe, c'est qu'on est très proche de la défaillance. Donc dans ce cas-ci, il vaut même mieux l'arrêter et remplacer plutôt que refroidir. Autre réflexion que je reçois souvent sur le terrain, c'est
ça vient souvent des graisseurs, hein, qui nous disent « Je sais que quand je dois graisser un roulement, si la graisse ne sort pas du palier, c'est que je n'en ai pas mis assez. » Alors ça, c'est un mythe que l'on rencontre souvent, et qui est vraiment dramatique pour une machine. Pourquoi? Surgraisser un roulement, c'est avant tout venir le mettre en pression interne, et à terme, on va augmenter la température du roulement et la friction. Quand on surgraisse, en fait, on vient augmenter la friction. Pour comprendre cela, c'est très facile, il suffit d'imaginer un jogging que l'on veut faire de 10 km. Ce jogging, on arrivera facilement à parcourir les 10 km si on court dans 3 cm d'eau, mais si on court avec l'eau jusqu'ici, on n'y arrivera jamais tant l'effort demandé sera important. Autre problématique liée au surgraissage, c'est le phénomène de microcavitation que l'on rencontre à l'intérieur de l'élément roulant. Donc j'ai ici ma bille qui est entre la bague intérieure et la bague extérieure. Lorsque j'ai une lubrification optimale, je vais avoir un film de graisse qui va ressembler à peu près à ceci, qui va se déposer devant et derrière ma bille et qui va permettre d'éviter les contacts métal-métal avec soit ma bague intérieure, soit ma bague extérieure. Lorsque je viens surgraisser mon roulement, je vais avoir un dépôt de graisse qui va être ici beaucoup plus important, à l'avant et à l'arrière. Et avec la force centrifuge, cela va générer un phénomène de microcavitation, ce qui va accélérer, si vous voulez, l'apparition d'une défaillance précoce sur ma machine tournante. Donc le surgraissage, c'est catastrophique pour les roulements, donc il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Quand on graisse, on n'attend pas que ça sorte des paliers. Autre remarque curieuse que j'ai déjà pu avoir, celle-ci venait d'une cimenterie dans laquelle il y a beaucoup de poussière. Et la remarque était comme suit: un petit grain de sable ne peut pas faire de mal à mon roulement. Pas tout à fait d'accord. Alors, pour rappel, ici c'est une coupe frontale de mon palier. Et donc on voit ici, j'ai mon roulement à l'intérieur, j'ai ma bague inférieure qui est ici, enfin ma bague intérieure, pardon, et ma bague supérieure de mon roulement. Et ici on voit en plus clair, c'est l'épaisseur de film de lubrifiant. Alors sachez pour information que l'épaisseur moyen du film de lubrifiant est d'à peu près 5 microns. Donc c'est assez petit quand on a une lubrification optimale. La taille d'un grain de poussière ou d'un grain de sable qui est visible à l'œil nu, donc sans microscope, la taille est de l'ordre de 50 microns, à savoir 10 fois l'épaisseur qu'il existe de lubrifiant entre les éléments roulants, bague extérieure, bague intérieure. Donc, pour répondre à cette question, tu ne penses quand même pas qu'un petit grain de sable va venir endommager mon roulement? Si, absolument. La contamination de la graisse est l'une des causes principales de défaillance de roulement. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, cet exemple et cette remarque venaient d'une cimenterie, comme on voit ici. Alors ça, c'est petite parenthèse, pensez-y à chaque fois, nettoyez correctement le nipple de graissage avant de procéder à une opération de lubrification, de graissage de vos éléments roulants. Cela permettra à terme d'augmenter drastiquement la durée de vie de ce roulement. Alors la contamination de la graisse, j'utilise souvent cette représentation, c'est clairement ça. C'est venir mettre des impuretés sur le chemin du roulement, sauf qu'ici dans cet exemple, ma voiture a de la chance d'avoir des amortisseurs et de ne pas être pris en étau entre une bague intérieure et une bague extérieure, comme ça peut être le cas pour un roulement qui lui en plus tourne en rond. Donc à chaque passage des éléments roulants sur la contamination, on va créer de la fatigue aussi bien sur les billes que sur les pistes du roulement. Alors ça, ce sont quelques mythes que j'ai compilés qui sont directement liés au graissage. Il y a un autre phénomène que l'on peut imputer aux mauvaises statistiques liées à la fiabilité du roulement, qui est le graissage périodique. Le graissage périodique est pour nous la meilleure manière ou la manière la plus simple de s'organiser dans un quotidien, de se dire voilà, j'ai un calendrier dans lequel je vais prédéfinir des quantités et des points de graissage, mais bien souvent, ce graissage périodique s'avère bien loin de la réalité et très difficile de mise en œuvre.
Alors ici, on retrouve parfois des propositions de graissage périodique sur des plaques signalétiques de fabricants de moteurs. Et ici, on voit une qui est assez curieuse. Comme on le voit ici, le fabricant du moteur propose de venir toutes les 3068 heures avec 32,7 grammes de graisse. Alors, le fabricant de ce moteur, on ne sait pas dans quelles conditions il a calculé ces périodicités de graissage, mais si on change un tout petit peu les paramètres, ne serait-ce que la vitesse, les changements de température entre le jour et de la nuit, la charge, toutes ces choses auront une incidence énorme sur les quantités de graissage ainsi que sur la périodicité de relubrification. Donc il faut surtout éviter de suivre bêtement, entre guillemets, les préconisations de graissage reprises sur les plaques signalétiques du roulement et plutôt s'orienter vers un graissage basé sur les conditions réelles de la machine. Alors, parfois on a beau avoir un plan de graissage périodique avec des quantités bien définies, mais bien souvent ce qu'on voit c'est que on prévoit parfois dans cet exemple les 10 grammes de graisse qui correspondent peut-être à 10 coups de pompe à graisse sur le terrain, et bien souvent ce qu'on voit c'est que le graisseur, lui, au feeling, c'est un sentiment naturel qu'on retrouve très souvent, on pense toujours que parce qu'on en met plus, c'est mieux. Et non, pas du tout. Voilà les dégâts que ça peut faire à long terme. Dans cet exemple, on voyait que c'était 10 grammes de graisse, mais que le graisseur se disait, non, si on en met 12, ce sera un petit peu mieux, ça tiendra plus longtemps. Enfin, ce sont des mythes, des mauvaises pratiques. Mais ça fait chaque fois un delta de 2 grammes, et 2 grammes sur 10 graissages, ça représente 20 grammes, et donc de bout en bout, ça fait de très gros surgraissages et de gros dégâts sur des machines ici, d'autant plus quand il s'agit de moteurs électriques. À un moment, la graisse doit s'échapper quelque part et va être poussée dans le stator du moteur. Alors, on voit en plus qu'elle est toute noire, cette graisse a complètement brûlé. Autre exemple de graissage périodique qu'on rencontre malheureusement bien souvent sur le terrain. Nous avons mis fin aux tournées de graissage car elles prenaient trop de temps. Désormais, nous avons équipé nos machines de graisseurs automatiques. Alors moi, je n'aime pas du tout cette approche parce que c'est la meilleure manière d'oublier un moteur. Tu dis, bah oui, on met des graisseurs automatiques et on n'y touche plus. Et ça diminue aussi beaucoup les rondes d'inspection visuelle qui peuvent être très pratiques pour découvrir des problèmes. Alors dans ce cas-ci, on voit un moteur avec 2 graisseurs automatiques qui ont été réglés sur les préconisations constructeurs, donc sur la plaque signalétique du moteur. Malheureusement, cette plaque signalétique ne prenait pas en compte les conditions de fonctionnement qui, dans ce cas-ci, on voit il y avait 2 pompes en parallèle qui fonctionnaient chaque fois à des intervalles différents, à chaque fois une semaine l'une, une semaine l'autre. Et donc, au bout du compte, quand on ouvre le moteur, effectivement, il est en mode de défaillance. Et quand on fait une root cause analysis ou une AMDEC, on se rend compte qu'à nouveau, il était surlubrifié. Donc, méfiez-vous. Des graisseurs automatiques, je n'ai rien contre, mais ça demande un ajustement presque quotidien pour matcher avec les conditions de fonctionnement du moteur. Encore un exemple ici sur 2 pompes qui sont différentes, mais qui ont exactement la même vitesse, même charge, même puissance. Et on voit ici, quand on fait une mesure simplement du condition monitoring, un relevé de mesure ultrasonore, on voit que la pompe qui ne dispose pas de graisseur automatique se porte bien mieux avec un delta de 20 dB. Comme on voit ici, on a 22 sur cette pompe-ci et 42 sur l'autre, donc un delta de 20 dB et présence de choc sur cette pompe-ci. Donc dans ce cas-ci, il aurait peut-être mieux fait de garder un graissage manuel pour garder une maîtrise complète des quantités de graisse et des périodicités. Alors, une des conclusions ici, c'est que le graissage périodique, si on l'attribue au corps humain, parce qu'une machine c'est un petit peu comme le corps humain, ou plutôt l'inverse, le corps humain est une machine, et notre corps humain, la manière de l'entretenir, on doit s'hydrater. Et on ne boit pas 2 verres d'eau toutes les 2 heures parce que la science nous le recommande, on boit 1 ou plusieurs verres d'eau
quand le corps en a besoin et en fonction de l'activité qu'on a. Si on reste couché toute la journée devant Netflix, ben, on va consommer moins d'eau, on va en boire moins. Par contre, si on fait un jogging de 10 km, comme je l'ai dit tout à l'heure, le long de la plage, eh ben, on va consommer plus d'eau, il faudra plus s'hydrater. C'est exactement pareil pour les machines, il faut prendre en compte leurs conditions de fonctionnement pour leur donner la bonne quantité et la bonne périodicité de lubrifiant. Alors là on en vient, donc là j'ai posé un petit peu le contexte, les raisons de ce contexte qui n'est pas génial, et ici voilà une piste de solution proposée par SDT qui s'appelle le LubExpert. Donc le LubExpert permet d'écouter le graissage au travers d'un capteur et de venir optimiser les quantités de graisse et à terme, avec une vue hélicoptère, de pouvoir mieux ajuster les périodicités. Alors ici je vais vous faire écouter un graissage ultrasonore en direct, c'est un des cas de figure qu'on peut rencontrer sur le terrain. Alors, dans cet exemple, ce qu'on entend, c'est un signal un petit peu râpeux au début, hein, comme on le voit ici, à cet endroit-là, celui-là, ici, et ici, voire encore là. J'ai des contacts non périodiques métal-métal entre les éléments roulants, bague intérieure et bague extérieure. C'est ce qui va, à terme, créer de la fatigue sur mon roulement. Là, on était dans un scénario de sous-graissage, et on vient, comme vous le voyez juste ici, on vient injecter une quantité de graisse lambda sur le roulement, et on voit après qu'on élimine en fait tous ces phénomènes de micro-impact. Alors là, c'est un des scénarios possibles liés au graissage, hein, qui est selon nous un graissage réussi, parce qu'on vient avec une quantité de graisse diminuer la friction, mais il peut s'avérer aussi, dans d'autres exemples, que l'on vient surgraisser le roulement, auquel cas ce scénario serait à l'inverse. J'aurai ici une friction plus basse que la friction de finale, parce que je viens en fait surcharger mon roulement, je viens augmenter l'effort qu'il y a interne au roulement. Donc ce cas-ci, c'est un exemple de graissage réussi. Alors il existe beaucoup de scénarios différents que l'on peut facilement collecter sur le terrain. On a 45 ans d'expérience, mais l'idée c'était de se dire, bon, SDT a cette expérience, elle a ce knowledge, comment on peut le transmettre aux techniciens agresseurs du monde entier. Alors la meilleure manière de faire, c'était de modéliser tous ces scénarios sous forme d'algorithmes, et de mettre, si vous voulez, ces algorithmes dans un appareil qui va finalement accompagner le graisseur au quotidien lors de ses tournées de graissage. Alors ici, c'est le processus complet d'utilisation de cet appareil. Alors tout d'abord, on part d'un logiciel à partir duquel on va pouvoir créer toutes les machines que l'on doit graisser, donc tous les points de graissage, et de documenter chaque point de graissage, en disant bien sûr le type de roulement, sa taille, la vitesse de rotation, la pompe à graisse qu'on doit utiliser, et également le type de graisse que l'on doit utiliser. Une fois que l'on a créé, si vous voulez, cette base de données, on va transformer ça en un ordre de travail que l'on va mettre dans l'appareil, et puis on va donner cet appareil au technicien agresseur qui va suivre sa route de graissage jusqu'à identifier le bon point de graissage. De là, il pose son capteur ultrasonore. Avant de graisser quoi que ce soit, il prend une mesure pour voir dans quelles conditions est le roulement, et puis il va suivre ce que le LubExpert lui dit à l'écran, graisser, et une fois qu'il aura graissé, le LubExpert va analyser les changements de friction. Si ça diminue, il lui dira de continuer, si ça augmente, ça veut dire qu'on surgraisse, il va l'arrêter, s'il ne se passe rien, il va lui dire de continuer jusqu'à un certain stade, et s'il ne se passe toujours rien, il va lui dire d'arrêter parce que c'est signe d'une lubrification défaillante. Quand je graisse, je dois toujours avoir un changement de friction. Si ce n'est pas le cas, il y a un souci, il faut gratter. Peut-être que le tube de graissage est bouché. Et si pendant le graissage, le LubExpert détecte des impacts en arrière-plan, ça veut dire qu'on graisse un roulement défectueux. Et là, il donnera également l'information au technicien agresseur en disant qu'il est en présence d'une suspicion de roulement défectueux. Finalement, le graisseur collecte toutes ces informations sur le terrain, et puis très important, il les récupère dans le logiciel pour avoir des indicateurs de performance et pour pouvoir constamment affiner la stratégie. Alors ici j'ai une vidéo où on voit
l'étape complète à partir du moment où le technicien graisseur a trouvé le point de graissage, prend sa première mesure, suit les indications à l'écran de l'appareil qui lui dit de graisser ou de ne pas graisser, et puis finalement l'analyse finale de l'opération de graissage. Excusez-moi, l'avantage de ce scooter, c'est pas besoin de tenir. Bon. Alors là ici vous voyez que l'appareil demande de patienter avant de reprendre une mesure. Pourquoi il demande de patienter? Parce qu'il attend que la graisse se répartisse complètement sur le roulement avant de reprendre une mesure. Et dans ce cas-ci, bon, on était sur une surlubrification. Alors on ne voit pas dans la vidéo l'écran de fin. Je salue Patrick d'Interflon au passage. On ne voit pas l'écran de fin, mais à la fin du processus de graissage, l'appareil met son diagnostic. Et dans le cas précédent, on était dans une surlubrification, mais ici c'est un autre exemple que j'ai collecté sur le terrain, avec par exemple suspicion de roulement défectueux, à savoir, effectivement le graissage a bien été opéré, on a diminué la friction, on est passé de 39 à 32, mais ici l'appareil attire l'attention en disant « Faites gaffe, en arrière-plan il y avait du choc, donc peut-être qu'on a graissé un roulement défectueux. » À ce stade-là, pas de panique, ce sera consigné dans une alarme automatique qui remontera dans le logiciel. Donc vous voyez ici, j'ai une alarme rouge qui me dit « Attention, il y avait, comme vous le voyez ici en dessous, une défaillance de roulement suspectée. » Et donc, il serait bien d'aller un petit peu plus loin pour gratter. Alors peut-être que je n'irai pas tout de suite gratter à l'instant T, mais peut-être qu'au prochain plan de graissage, quand je retournerai avec mon appareil, si à nouveau j'ai une alarme, eh bien là je commencerai à me poser des questions et j'irai un petit peu plus loin, toujours dans un objectif de diminuer le temps d'arrêt machine et d'anticiper les pannes. Fort heureusement, le LubExpert a un cerveau très bien pensé. Quand il a des alarmes de statut, comme vous voyez ici, j'ai eu à plusieurs reprises défaillance de roulement suspectée, j'en ai eu 2 ici, eh bien l'appareil va, à l'insu du technicien graisseur, collecter des informations plus poussées pour pouvoir faire une analyse par un fiabiliste. Cette mesure plus poussée est une mesure temporelle où je vais pouvoir visualiser le signal et calculer une fréquence de défaut et fréquentielle. Je vais vous la montrer juste après, mais avant je vais terminer sur cet écran. Alors on voit plusieurs choses sur cet écran parce que c'est très important d'avoir des indicateurs de performance et de suivre tout ce qu'il est fait sur le terrain en continu. Donc je sais ici à chaque fois le nombre de coups de pompe à graisse que j'ai mis, à quoi ça correspond en quantité, j'ai bien sûr mes alarmes, j'ai finalement ici par point de graissage des indicateurs de performance, à savoir ici je sais que 50% du temps j'ai une suspicion de roulement défectueux, donc là ça commence vraiment à urger, il faut que j'aille faire quelque chose. J'ai 16% du temps une surlubrification, 16% du temps j'ai annulé le processus en cours de route. Et pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait un risque de sécurité, donc ça c'est autant d'informations du terrain qui peuvent remonter. Et ici finalement je retrouve tous les indicateurs avec les quantités de graisse, mes valeurs ultrasonores, une courbe de tendance complète que je peux agrandir ici, elle est en toute petite donc des informations se chevauchent mais je peux l'agrandir, ma cinématique de machine, etc. etc. J'en reviens à mon exemple ici, suspicion de roulement défectueux, pas de souci, dans ce cas-ci je vais changer de mode de mesure, automatiquement l'appareil aura pris un signal temporel et fréquentiel que je vais pouvoir écouter, chose qu'on va faire tout de suite, je vais mettre un peu de son. Voilà, dans ce cas-ci j'entends clairement du choc, je vais le repasser. Donc on entend du choc à intervalles réguliers, pas de souci, j'ai la cinématique complète de ma machine, j'ai les références de mon roulement, je calcule une fréquence de défaut que je peux comparer éventuellement avec mon analyse fréquentielle et je peux aller à l'étape d'après pour améliorer la fiabilité.
Alors ça c'est très intéressant parce que ça permet de faire d'une pierre deux coups. Non seulement j'optimise le graissage de mes roulements, je diminue les quantités de graisse généralement parce que tout est surgraissé, et en plus de ça, quand j'ai un doute, l'appareil collecte automatiquement des données que je peux partager avec la cellule fiabilité. Donc j'ai plus besoin de collecter des mesures, et puis quand j'ai une alarme, de devoir redescendre avec un autre appareil, recollecter une seconde mesure un petit peu plus poussée pour faire de l'analyse. Tout est en un. Alors évidemment, il peut se passer aussi que tout se passe très bien, hein, comme dans ce cas-ci. On voit que j'ai une alarme verte. Alors on voit que cette alarme verte ne remonte pas au niveau le plus haut, parce que moi au niveau le plus haut je vais voir les problèmes. Quand tout va bien, c'est une bonne nouvelle, mais ça m'intéresse un petit peu moins. Mais dans ce cas-ci, on voit que j'ai 100% de lubrification réussie, donc sur 2 points de graissage. Une fois je passe de 70 à 0, c'est énorme. Et une autre fois de 59 à 44. Et je retrouve à nouveau mes courbes de tendance avant et après graissage et ma cinématique. Le logiciel et la solution va bien sûr me sortir des graphes automatiques sur mes quantités de graisse pour comparer un petit peu les quantités théoriques et les mettre en parallèle avec les quantités réelles injectées par roulement. Alors un exemple concret ici, chez l'un de nos clients au Canada qui avait 1000 moteurs et 150 casses par an, donc ce qui est plutôt énorme, hein. On voit ici les photos du cimetière de moteurs que qui pouvait emmagasiner sur une année. Une AMDEC réalisée et surgraissage identifié, avec, vous avez vu les photos précédemment, de nombreux stators de moteurs qui sont grillés parce qu'on a de la graisse à l'intérieur. Implémentation de la solution LubExpert, non pas sur l'ensemble des 1000 points de graissage, mais on en avait sélectionné que 400. C'est important de voir grand et de commencer petit. Et qu'est-ce qu'on a pu observer? Que la première année où ils avaient 150 casses moteurs par an, après la première année on était à 25 casses, finalement à 8 casses après 3 ans et 10 casses après 4 ans. Et ces casses étaient attribuées à des problèmes de barres de rotor. Donc on voit ici qu'on est vraiment rentré dans une zone de stabilisation à partir de la 3e année où on a pu clairement éliminer la cause racine du problème qui était le surgraissage. Alors je finirai cette présentation simplement en vous disant, en anglais les pompes à graisse on les appelle des grease guns. Et on a l'habitude de dire que grease gun don't kill bearings, people do. Donc les pompes à graisse ne cassent pas les roulements, ce sont les gens qui sont derrière et qui l'utilisent. Et que si on pense qu'il faut toujours prendre de la hauteur et que si on pense qu'un plan de graissage consiste à lubrifier des machines, alors on se situe ici tout au-dessus de l'iceberg. Et finalement on ne voit pas grand-chose des dégâts que ça peut occasionner. Si on pense que un plan de graissage, c'est un suivi actif des actions de graissage, alors là on prend un petit peu de hauteur et on peut se décaler, et là on observe une partie un petit peu plus importante de l'iceberg. Tout ça on peut le faire avec de la technologie sans aucun problème. Finalement, si on se met totalement sur le côté, ça nous permet de voir une vue complète de l'iceberg. Et là on rentre vraiment dans l'intitulé de ma présentation qui s'appelait lubrification intelligente, pilier stratégique de fiabilisation, de toute stratégie de fiabilisation, excusez-moi, j'accélère parce que je vois qu'on vient de dépasser les 30 minutes. À partir de ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut engager de l'implémentation de la technologie, mais on peut aussi opérer un changement culturel, et on va rentrer vraiment dans une organisation avec des machines fiables. La lubrification est le pilier fondamental de toute stratégie de lubrification. Nous sommes des LubExperts, l'êtes-vous? Donc, je m'appelle Benoît Degrave, cette présentation était pour Innova Maintenance. Vous pouvez me recontacter aussi bien sur LinkedIn que par email, vous avez toutes mes informations ici. Je vous remercie pour votre temps. On va maintenant avoir 15 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, alors une question. Oui, Aurélien. Bonjour Benoît, déjà merci pour cette présentation qui était très intéressante. J'ai une question. Donc pour vous, vous dites que la lubrification, on ne peut pas se fier à une bonne lubrification lorsque la graisse sort des paliers. Mais du coup, est-ce qu'il y a une façon de voir si on a un graissage optimal sans vos outils, sans vos appareils, en fait, juste visuel ou au niveau du bruit? C'est très compliqué. Attention, il faut remettre dans le contexte ce que j'ai dit. On ne graisse pas un palier, on ne graisse pas un roulement jusqu'à ce que ça sorte du palier. Si et seulement si, il n'y a pas non plus d'évacuation en dessous de celui-ci. Il arrive fréquemment qu'il y ait des évacuations dans certains paliers pour évacuer la mauvaise graisse.
Alors, en ce qui concerne l'optimisation et le graissage conditionnel, à l'heure actuelle, personnellement, je ne connais pas d'autre approche, tout en sachant que venir écouter un roulement avec un stéthoscope, ben, on va entendre du son audible, donc on ne sera pas très sensible à la friction. Et si on fait un suivi en température, il va falloir attendre énormément de temps avant de déceler des changements de température. Et si on en décèle bien souvent, c'est que le mal est déjà fait. Donc, à l'heure actuelle, non, je ne connais pas encore d'autres solutions pour pouvoir optimiser les graissages. Merci. Une autre question? Tout le monde est au top au niveau graissage? Oui. Bonjour, j'ai une autre question. Tout à l'heure, vous avez dit comme quoi les graissages automatiques, c'était pas une bonne idée, mais ça serait pas possible d'implémenter vos technologies pour créer un système justement de graissage automatique qui sont intelligents? Absolument. Alors, le graisseur automatique, c'est une mauvaise idée si c'est dans le but de s'alléger la charge de travail et de se dire, je mets un graisseur automatique dans un coin, je n'y touche plus, je vais plus le voir, pardon. Par contre, des graisseurs automatiques dans des zones de sécurité, là où il y a un réel risque de sécurité pour l'opérateur, il faut toujours privilégier le minimum de risque pour les gens de la maintenance. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix, on le fait. Maintenant, c'est vrai que coupler un graisseur automatique avec une mesure conditionnelle, c'est certainement l'avenir et ce vers quoi on va s'orienter. Ok, merci. Merci. D'autres questions? Non, je crois qu'ils commencent à avoir faim, là. Donc, ils sont en mode sécurité. Alors, oui, effectivement, le graissage, comme tu dis, c'est un élément fondamental. Et pourtant, pourquoi est-ce que c'est pas un métier qui est négligé, mais qui est peu considéré? Si tu me poses la question, je te répondrai simplement avec le problème culturel. Quand on pense à un graisseur, on pense à quelqu'un avec de la graisse jusque dans les cheveux, qui est sale, qui vit dans un environnement sale. Ça, c'est la vision qu'on en avait par le passé. Je pense que maintenant, des outils émergent et permettent de rationaliser un petit peu plus cette approche. Et surtout, il ne faut jamais oublier que lorsque l'on graisse un roulement, c'est le seul moment où on a une réelle interaction avec la machine entre deux maintenances. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger et privilégier un simple suivi vibratoire et du condition monitoring sans avoir la maîtrise complète du graissage, ce n'est en fin de compte que observer les dégâts que le technicien graisseur peut faire avec sa pompe. Donc, je pense que la raison pour laquelle c'est fort négligé, c'est principalement par méconnaissance des dégâts à long terme et c'est également à cause de la culture, de la mauvaise culture qu'il y a là autour. Je pose souvent la question de manière provocatrice dans une assemblée, qui rêve un jour que son fils soit agresseur plus tard? Et actuellement, je n'ai encore jamais vu de main levée. Et pourtant, cette présentation vient, je pense, démontrer toute l'importance qu'avait le graissage dans une stratégie de maintenance et la valorisation que l'on peut avoir avec cette profession. Alors, tu l'as dit tout à l'heure par rapport au graisseur automatique. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la perception et l'envie, c'est de dire j'ai mis un graisseur automatique, donc je ne m'en occupe plus. Ça va se faire automatiquement. Or, l'expérience semble montrer que ce n'est pas si automatique que ça. Oui, et puis je reste aussi, je prêche aussi peut-être des convaincus, mais il y a des maintenances qui sont très simples et très efficaces, ne serait-ce que l'inspection visuelle. Installer un graisseur, c'est aussi diminuer le nombre d'inspections visuelles et on sait tous qu'on découvre beaucoup de choses, beaucoup de problématiques avec nos propres capteurs humains qui sont la vue, l'odorat et le toucher. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de diminuer ce type de maintenance qui est à portée de tous. Très bien. S'il n'y a plus d'autres questions, eh bien, écoute, Benoît, je te remercie. Oui. Encore merci pour les cadeaux, hein, puisque tout le monde a eu ça. Oui. Et donc, Alors, en parlant de oui. cadeaux, j'ai gardé le meilleur pour la fin quand même. Je vous ai certes envoyé ces petits, je sais plus, c'était une petite trousse à outils là, un outil multitête. Mais chez SDT, donc on s'est mis d'accord que c'est une application tellement importante qu'on aimerait vraiment bien que ce soit un petit peu plus enseigné à l'école et donc SDT va s'engager à vous procurer gratuitement un Lube Expert avec son logiciel pour que vous puissiez de votre côté aussi vous entraîner et expérimenter un petit peu cette application qui ne peut être que prometteuse. Bravo, je crois qu'on peut l'applaudir, hein, puisque c'est...
Bon, on n'entend pas grand monde vu que tout le monde est en téléconférence. Mais... Ça tombe. Tiens, on peut lui montrer, faire un petit plan avec... on peut les voir. Ça tombe bien parce qu'en fait, il y a un groupe qui a comme travaux pratiques aujourd'hui technique avancée de maintenance. Donc ça tombe très bien puisqu'il parle de ça. Voilà, donc là, tu les vois, les apprentis. Donc il y a les apprentis licence CIMI, donc contrôle industriel et maintenance des installations. Et puis, il y a un groupe de travaux pratiques du diplôme universitaire de technologie en génie industriel et maintenance par la voie de l'apprentissage. Voilà. Ben voilà, ravi de vous voir et de faire votre connaissance. Je me permettrai d'envoyer cet appareil avec un kit didactique parce que je sais qu'il est parfois difficile d'avoir accès à des machines réelles en fonctionnement et de venir jouer sur les modes de graissage dessus. Donc je vous le livrerai avec un outil qui s'appelle le Rhapsody Box, qui est un générateur de signal sur lequel on peut simuler beaucoup de scénarios de graissage différents et sur lequel ça aide à prendre un petit peu plus la technologie en main et à l'expérimenter un petit peu mieux. Voilà. En tout cas, je te remercie, Karim, de m'avoir donné la parole pour Innova Maintenance. Et puis, je vous souhaite à tous un bon appétit. Un grand merci à toi pour ta présentation très pédagogique. Donc, merci beaucoup. Et à tous aussi. Donc, bon appétit. On se retrouve donc à 14h. Merci, Benoît. Salut, Karim.